Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Alors, deuxième marathon ludique de la chaîne. J'avais pris beaucoup de plaisir à faire le premier et j'ai l'impression que ça vous avait pas mal plu aussi. Donc voilà, je me suis dit, alors on a fait un petit marathon ludique là juste avant les vacances de février. Le tournage arrive un peu tard, là on est début mars, tout simplement parce que il y avait 4 ou 5 jeux je crois qui m'avaient été prêtés par la ludothèque de ma ville. D'ailleurs, je remercie au passage la ludothécaire Mumu qui est super gentille de m'avoir prêté ces jeux. Et alors je l'avais pas fait la dernière fois, mais pour resituer un petit peu le contexte du marathon ludique, parce que c'est important de savoir un petit peu quels sont les partenaires de jeu, le nombre de joueurs, etc. Ben là en fait j'ai mon beau-frère qui est venu vivre chez nous là pendant une dizaine de jours, donc bien évidemment, on a beaucoup joué, voilà. Alors moi je bossais de mon côté, donc évidemment ça pouvait pas être non-stop, mais le soir évidemment qu'on a beaucoup pratiqué le jeu, le week-end également, et donc c'était des parties en configuration soit 2 joueurs, mais le plus souvent 3 joueurs, avec mon épouse également comme partenaire de jeu. Et je tenais vraiment à saluer mon beau-frère au passage, parce que vraiment c'est un des grands oubliés de ma vidéo bilan là des 2 ans, où je remerciais pas mal de personnes, les bêta viewers et tout ça, et mon beau-frère il en avait vu pas mal aussi de vidéos avant, donc quand même. Et puis on joue énormément ensemble, à chaque fois qu'on se retrouve on se fait des parties comme ça non-stop. Les marathons ludiques en général c'est avec lui, et là en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'il vit à l'étranger avec la situation sanitaire et tout, ben, on se voit pas souvent. Et il y avait mes filles aussi, donc ça peut être configuration à 5 joueurs aussi, parce que j'ai 2 jeunes enfants, et donc du coup on a pratiqué pas mal de jeux pour enfants aussi. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de pas moins de 23 jeux. Alors il y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a du entre les deux, on va voir un petit peu de tout aujourd'hui. Pas sûr que je m'attarde forcément sur tous les jeux, mais bon voilà, on parlera de tout. Alors vous ne retrouverez aucun jeu évoqué lors du marathon ludique numéro 1, hein. En général on tourne pas mal. Alors tout premier jeu de cette grosse pile, une toute petite boîte, voilà, pour l'apéro, qui a pas mal de succès chez nous, notamment avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Un apéro et tout, ça passe très bien, ça, c'est Sandwich. Et Sandwich, eh bien comme son nom l'indique, vous allez fabriquer des sandwichs avec. Donc vous allez fabriquer des sandwichs avec 3 ingrédients, il y aura tout type d'ingrédients, il peut y avoir des sardines, il peut y avoir de la choucroute, il peut y avoir des pommes de terre, il peut y avoir des sandwichs à tout et n'importe quoi, des endives, etc. Et donc vous allez faire goûter votre création, voilà, aux gens autour de la table. Et donc le meilleur sandwich récoltera des points, ou alors le plus mauvais, ça dépend des objectifs que l'on se fixe en début de partie, en début de manche. Donc c'est un jeu très fun, c'est un jeu où on rigole bien, où on apprend à connaître aussi les gens autour de la table. Si on connaît pas forcément leur goût culinaire, ben voilà, ça permet de bien se faire de la margoulette, donc je le recommande. Après c'est un jeu que vous aurez du mal à trouver neuf, je pense. Je crois que j'avais vu passer une édition à une époque avec des cartes rondes pour ce sandwich. Là elles sont pas rondes, elles sont carrées, mais des cartes de la forme des cartes double, vous savez. Je sais pas si c'est encore en vente en neuf, voilà, sinon va falloir le trouver d'occasion, à vous de voir. Alors second jeu de cette énorme pile, Discovery. Voilà, alors Discovery c'est un jeu sur l'évolution des hommes préhistoriques. Voilà, alors c'est un jeu de cartes, il va falloir se défaire de sa main carte en fait, mais pour ce faire il va y avoir des prérequis, c'est-à-dire que en fait on va vraiment jouer sur les techniques inventées par ces hommes préhistoriques, par les découvertes qu'ils ont faites. C'est-à-dire que par exemple, pour inventer la chasse, pour poser la carte chasse, eh bien il va falloir qu'il y ait déjà sur la table posé la sagaie par exemple, et le pistage ou le nomadisme, que sais-je. Voilà, je me rappelle plus exactement des cartes qu'il y a dans la boîte, mais voilà, ça va être en fait le but du jeu, c'est un petit peu d'apprendre comment s'est passé l'histoire de ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont découvert, dans quel ordre, etc. Et puis comment tout ça s'est enchaîné. Alors, c'est un jeu qui a beaucoup plu à mon beau-frère, à mon épouse et même à mes enfants. Voilà, il a eu un gros succès ici. Personnellement, je le trouve super anecdotique, c'est pas hyper passionnant. Ouais, une première partie comme ça pour voir un petit peu comment les événements se sont enchaînés, c'est intéressant. Voilà, moi ça m'intéresse toujours de savoir des choses, d'apprendre des choses ou de réviser des choses, mais alors voilà, sur le long terme, en réalité, c'est pas un jeu que vous ressortirez très très souvent, sincèrement. Même les illustrations à l'intérieur et tout, je trouve que c'est pas terrible. Voilà, donc malheureusement, voilà, il y a un peu de tout, je vous ai dit, hein, cette fois-ci. Alors, troisième jeu de la pile ici, The Mind. Alors, The Mind, vraiment, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, faut que vous le testiez au moins une fois dans votre vie. À la base, c'est pas un jeu de société, à la base, c'est une expérience, alors, de quoi? De sociologie, de psychologie, voilà, bon, bref, c'était une expérience, en fait, pour parvenir à prouver en fait que les gens, au bout d'un moment, coordonnent leur esprit, coordonnent leur manière d'appréhender les choses sans pour autant même communiquer. Vous allez devoir
vous défaussez des cartes de la plus basse valeur à la plus haute valeur. Vous n'avez absolument aucun autre moyen de communiquer que l'attente en fait. Donc ben, on va tous se caler un petit peu sur le même rythme chronobiologique, j'allais dire, voilà, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, on va communiquer par le silence tout simplement. Donc c'est très bon, franchement The Mind, faut le pratiquer au moins une fois dans sa vie. Là on a fait une partie endiablée avec mon beau-frère, mais on est allé jusqu'au bout, on a gagné, hein. Non, on n'a pas gagné, on était vraiment à une carte de gagner, je crois, hein. Je crois que c'était ça, mais vraiment, gros challenge, quoi. C'était la première fois qu'on jouait ensemble, il y avait des cartes vraiment, mais qui se suivaient à l'unité près. C'est vraiment, on a enchaîné comme ça les poses de cartes, mais vraiment, je vous dis, au poil de cheveux près. Donc c'est vraiment une expérience à vivre, parce que vous vous rendez compte que, ouais, effectivement, on peut être connecté, quoi. C'est presque de la télépathie, quoi. C'est vraiment plus qu'un jeu The Mind, donc je vous le recommande chaudement. Alors ensuite, bon, je vous ferai pas l'offense de parler de ces deux-là, voilà, enfin, de vous expliquer ce que c'est que ces deux-là. Voilà, on a joué à ça parce que y avait mes enfants dans le lot et que de temps en temps, faut se ménager des temps avec de jeu avec elles, bien entendu. Et elles aiment bien la bataille, et elles aiment bien le jeu des 7 familles, évidemment. Alors là, c'est une bataille dino, vous voyez, on se bat avec des dinos plus ou moins gros. Mais bon, ça, elles en ont 3 millions, des jeux comme ça, voilà, des jeux des 7 familles. Elles ont, là, c'est les sports, mais elles ont l'histoire, elles ont tout ce que vous voulez, les batailles bien sûr, elles ont Batawaf, etc., etc. Je vous ferai pas l'offense de vous parler de ça. Alors, ensuite, alors là j'ai un petit post-it, tout simplement parce que c'est un jeu dont je n'ai pas la boîte, mais il faut que je vous en parle quand même. Ce jeu s'appelle Master Island, et Master Island, alors j'ai pas la boîte parce que c'était mon beau-frère qui l'avait amené, et c'est un tout petit jeu, une toute petite boîte, voilà, avec, dans lequel en fait on va poser les cartes, et on va partir en expédition avec des bateaux, on a des petits meeple bateaux, et donc sur les cartes océans qu'on va explorer, et sur lesquelles vont se déplacer ces petits meeple bateaux, eh ben il y a des points, et donc on score en fait quand on a une suite de cartes comme ça qui fait une telle somme de points, voilà, que ce soit en diagonale ou de manière orthogonale. Et donc l'intérêt de ce jeu en fait, c'est de partir loin en fait en expé avec son bateau pour pouvoir se décrocher en fait des bateaux adverses et donc scorer dans son coin un petit peu, mais en même temps si on part trop loin, ben, du coup on bénéficiera pas de ce que peuvent poser les bateaux des autres. Alors on n'a pas fait assez de parties pour vraiment que je vous dise oui, c'est un jeu qui m'a vraiment accroché. Mais je pense quoi, c'est un jeu qui peut vous rendre un petit peu addict quand même. Après je peux me tromper bien entendu, mais n'hésitez pas à le marquer en commentaire si vous connaissez un petit peu ce jeu. Mais il avait l'air assez sympa. Alors ensuite, oulalalala. Alors là, vous voyez, bon, il y a des petites pastilles ici et tout parce que c'est un jeu qui m'a été prêté par la Ludo dont je vous parlais tout à l'heure. The Crew. Alors The Crew qui a été élu d'ailleurs jeu de l'année catégorie expert à Cannes il y a peu. J'étais sûr que ça serait celui-là d'ailleurs. J'aurais dû le marquer sur Twitter. J'aurais dû faire mon petit pari avec mes petits pronos et tout parce que j'en étais persuadé. Alors que pour moi, sincèrement, c'est un jeu qui n'a pas sa place en catégorie expert. Vraiment, je comprends pas cette catégorisation de jeu sur l'As d'or de Cannes, le jeu de l'année. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça vient faire dans une catégorie comme ça. Je comprends pourquoi il est élu, par contre, parce que c'est une mécanique, voilà, qui est typiquement, si vous voulez, apte à acquérir un prix. C'est-à-dire que c'est un jeu, voilà, qui change un petit peu de ce qui se fait. Et donc du coup, voilà, forcément, ça prend un petit peu les codes Harvard et tout, donc c'est pour ça que ça a été élu. Personnellement, je m'en fous complètement de The Crew. Je vois qu'il y a des gens qui sont hyper addicts à ce jeu-là, qui l'encensent dans tous les sens et tout, je comprends pas. Enfin, je comprends ce qui vous plaît dedans, c'est que ça casse les codes, mais en gros, c'est juste une putain de belote, quoi. Sans déconner, c'est une belote à l'envers, quoi. C'est-à-dire que c'est une belote coopérative. Voilà, The Crew, c'est juste ça. Alors, il y a un thème, voilà, il faut partir dans l'espace et tout, et réussir des missions. Il y a 50 missions, je crois, à l'intérieur. Mais il y a des gens à qui ça cause, je veux dire, ce genre de mécanique-là, de faire des plis, et de faire des plis ensemble, et de faire en sorte qu'on les fasse dans le bon ordre et tout. Mais personnellement, jouer à la belote, même s'il y a des cosmonautes dessus, et même si j'ai 50 challenges différents à me proposer, ça m'intéresse pas, voilà, ça m'intéresse vraiment pas, donc voilà, ouais, certes, il est élu As d'or, jeu de l'année, certes, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais alors, moi, je serais pas raccord avec l'avis général sur ce jeu-là.
C'est un petit jeu malin, un petit jeu de pli malin, voilà, et testez-le, voilà, testez-le avant de l'acheter si vous aimez bien les jeux de pli, mais personnellement, je m'en contrecarre, voilà pour The Crew. Et alors en plus, ouais, le taille il a un peu baissé là, c'est parce que je pense à un truc là un petit peu plus tard dans le tournage, et donc, mais en plus, j'ai l'impression que The Crew a fait des émules, parce que regardez, on m'a filé ça là, 50 missions. Ensemble, jusqu'où irons-nous, pardon, donc c'est le même concept. Alors, je sais pas lequel est sorti en premier. Est-ce que c'est The Crew? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout. Apparemment, c'est sorti à peu près en même temps. Mais alors, ça veut dire qu'en plus, on va s'en payer des clones de The Crew pendant combien de temps, là? Parce que, bon, il a reçu son prix et tout, donc ça veut dire que ça va vendre. Donc ça veut dire que, voilà, ça va faire du chiffre et tout, donc ça veut dire qu'on va avoir des clones. Putain, mais le jeu de société est sur une mauvaise pente, là, je vous le dis, là, franchement, c'est pas possible. Non, sincèrement, là, je comprends pas. Je ne comprends pas le buzz autour de ce jeu. Et non, je ne testerai pas ce jeu, je suis désolé pour la ludothécaire hein, qui m'a prêté ce jeu-là. Non, celui-là, je le ferai pas, c'est bon, j'ai fait The Crew, je vois ce que c'est. Alors ensuite... Kanaloa, c'est un tout petit jeu de course, alors vous voyez les pastilles là encore, c'est un tout petit jeu de course avec des meeple bateaux là aussi, et donc on va avoir des petites cartes comme ça exposées en rond, et les meeples vont avancer là aussi sur les petites cartes océan, là aussi, voilà, étonnant d'ailleurs que Master Island et Kanaloa se ressemblent autant au niveau comme ça du matériel et du concept vite fait. Donc en fait nos bateaux vont faire le tour du monde comme ça, donc c'est représenté par ces cartes en cercle, et donc pour les faire avancer ça va marcher un petit peu comme dans un Lemmings, je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est à dire qu'il va falloir poser la même carte que le terrain en fait pour avancer le plus vite possible. Il y a des petits dauphins qui peuvent nous aider, etc., etc. À chaque fin, alors je sais plus si c'est à chaque fin de tour ou à chaque fin de tour de joueur que l'on enlève une carte. Donc ça veut dire que le rond, le cercle en fait, la planète autour de laquelle on tourne, eh bien se réduit au fur et à mesure, et donc il faut mettre un tour aux adversaires pour pouvoir gagner. Donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt sympa comme ça à l'apéro si vous n'avez pas de jeu de course, si vous cherchez un petit jeu de simple comme ça, où on réfléchit pas trop. Eh ben, Kanaloa, ça peut être un bon plan. Alors, Kanaloa, c'est marrant parce que moi, j'en ai un ici, jeu qui s'appelle Kanaloa. Je vous l'avais présenté quand je vous avais présenté le jeu Kauna, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec ça, hein, puisque Kanaloa, moi, la version que j'ai, c'est un Kauna, un géant Kauna, en fait, à multiplayer. Et là, c'est un jeu de course avec des bateaux. Bon, voilà. À l'occasion, c'est loin d'être un indispensable, mais voilà, je vous conseille de jouer une fois, éventuellement, si vous tombez dessus. Alors, ici, ça, par contre, c'est du bon jeu. Oriflamme, je connaissais pas du tout, et vous voyez, pareil, il m'a été prêté. Oriflamme, c'est une espèce de... Comment vous dire ça? Un Brave Rats plus. C'est-à-dire qu'à chaque tour de jeu, en fait, on va tous placer une carte dans une ligne de cartes, là, comme ça. Et donc, on va placer notre carte pas à n'importe quel endroit, soit au début, soit à la fin de la ligne de cartes. Et donc, toutes nos cartes possèdent un pouvoir spécial. Et c'est un gros jeu d'enfoiré. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont vous rapporter de l'argent, il y a des cartes qui vont assassiner les cartes qu'il y a à côté de vous, il y a des cartes qui vont vous permettre de remporter la partie, etc., etc. Enfin, c'est très malin comme système de jeu. Vraiment, celui-là, je le conseille. C'est vraiment, pour l'instant, le meilleur jeu que je vous ai sorti, là. C'est très intéressant, très sournois. C'est un jeu auquel on a envie de revenir, voilà, pour refaire une partie, 2 parties, 3 parties. Voilà, bon petit jeu à avoir dans sa ludothèque, d'autant plus si vous aimez l'ambiance Game of Thrones, parce que là, c'est absolument ça, hein. C'est des coups de couteau dans le dos et des complots en veux-tu en voilà. Alors, ensuite, Kangaroo. Alors là, c'est pas du tout la même ambiance. Kangaroo, c'est vraiment un jeu pour les enfants. C'est un jeu de Reiner Knizia, ouais, c'est ça. J'ai du mal à réaliser que ce soit Knizia qui ait fait ça. Voilà, mais c'est un jeu dans lequel en fait on va tenter de s'emparer de kangourous au centre de la table ou chez l'adversaire en jouant les cartes de la couleur du kangourou, tout simplement. Donc le but du jeu, c'est plus ou moins de compter les cartes, mais en vrai, on a mis quelques cartes de côté au début de la partie, donc on peut pas vraiment savoir combien il y en a autour du jeu. Donc voilà, c'est un jeu très très simple pour les enfants. Les enfants, ça leur plaît bien, mais sincèrement pour les adultes, vous allez pas passer une soirée là-dessus. Ça c'est certain, hein, c'est pas terrible pour des adultes. Alors ensuite,
ici on a Draftosaurus. Alors Draftosaurus, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est du draft, hein, comme son nom l'indique, sauf que c'est du draft de meeple. Ça veut dire que vous avez un bac dans lequel vous avez tout plein de meeple dinosaures, de couleurs différentes, etc. qui sont très beaux d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien le matériel de Draftosaurus. Et devant vous, vous avez un petit plateau individuel dans lequel il va falloir poser ces meeples. Donc vous allez essayer de faire des séries de dinosaures semblables, de la même espèce, etc. etc. Peut-être vous allez justement faire des séries de dinosaures différents. Peut-être que vous allez collectionner les T-Rex, parce que les T-Rex, ça rapporte pas mal de points. C'est un jeu qui est plutôt malin, Draftosaurus, sincèrement. Je pense que ça peut plaire à peu près à tous les publics. Très très bon jeu, voilà. C'est pas non plus un jeu hyper gourmand intellectuellement parlant, mais quand même efficace. Moi, c'est un petit jeu qui m'a bien plu, voilà, je vous le recommande. Alors ensuite, oulala. Alors là, les amis, là, on a un sacré jeu. Un jeu de Martin Wallace. Londres. Déjà, rien que la boîte, je sais pas si vous voyez un petit peu la classe de cette boîte, c'est vraiment monumental avec la cathédrale Saint-Paul là derrière, hein. Il me semble bien que c'est ça, oui c'est sûr que c'est ça. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de city building dans lequel on va reconstruire Londres après le grand incendie de je ne sais quelle année, je me rappelle plus, voilà. Et vraiment, la mécanique est une tuerie, c'est vraiment un super jeu de gestion, celui-là, il faut l'avoir. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est un jeu dans lequel on va donc reconstruire Londres. On a un espace qui est assez limité, c'est-à-dire que plus on va prendre d'espace sur notre plan de jeu, et plus ça va générer de pauvreté derrière. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on va se battre en permanence contre la pauvreté, et non pas les pauvres, j'allais dire on se bat contre les pauvres, non, on se bat contre la pauvreté générée par cette reconstruction et par l'urbanisation. Et donc plus on prend de place avec les bâtiments, plus ça va générer de pauvres, plus on a de cartes en main, plus ça va générer de pauvres, plus il y a certains bâtiments qui eux-mêmes vont créer de la pauvreté, voilà, et il y en a d'autres qui vont en enlever, voilà, qui vont vous permettre justement d'enrichir un petit peu les citoyens, de les sauver de la pauvreté, mais c'est un jeu mais qui est fin, vous n'imaginez même pas, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de bâtiments, les parties sont un peu longues, parce que en fait les cartes que vous jetez, vous ne les défaussez pas directement, vous les mettez à la disposition des adversaires. Donc bien évidemment que vos adversaires vont s'accaparer beaucoup de cartes. Au final, il y a très peu de cartes qui finissent vraiment au rebut, qui finissent vraiment supprimées du jeu. Voilà, il y a beaucoup de recyclage dans Londres et donc on utilise vraiment quasiment toutes les cartes et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, moi j'adore la mécanique de ce jeu. On va pouvoir activer les pouvoirs de tous ces bâtiments, on va pouvoir acheter des quartiers carrément et bénéficier de leurs avantages ou subir leurs inconvénients. On peut construire du côté nord ou du côté sud de la Tamise et ça apporte pas les mêmes choses, voilà, c'est pas les mêmes types de quartiers, il y a des quartiers plus bourgeois que d'autres. C'est vraiment, il est ultra complet ce jeu là, moi je le conseille à tous les gens qui adorent les jeux de gestion un peu fins. Vraiment, après voilà, c'est peut-être pas un jeu à mettre entre toutes les mains parce que la prise en main est pas forcément évidente à mon avis pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de société moderne. Voilà, là, moi j'avais le public, là, si vous voulez, pour appréhender ce jeu. Mais non, je le lancerai pas comme ça sur un néophyte en initiation ou quoi que ce soit. Il est plutôt complexe quand même, je dirais. Mais en plus, il est très beau, les illustrations. Moi j'adore, franchement les illustrations, les couleurs, on se croirait vraiment dans Londres là, et puis regardez toutes ces informations, toutes ces icônes, tous ces pouvoirs qu'on peut déclencher, tous ces combos qu'on peut faire, ça c'est un pur régal, voilà, pour les gens amateurs de jeux de stratégie de haute volée. Alors je vais le poser par là parce que j'ai plus de place devant. Alors, oulala, unlock. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, tiens, je vais lever celle-là aussi parce qu'on a fait du unlock, mais dans tous les sens. Hop. Lors de ce marathon ludique, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais dit que je connaissais pas trop la licence Unlock, et donc la dernière fois je vous parlais du Unlock Star Wars, que je trouvais fantastique, parce que vraiment très immersif, parce que vraiment très respectueux de l'univers Star Wars, mais je vous disais que voilà, je connaissais pas trop les mécaniques Unlock, et donc je ne pouvais pas vraiment juger de la difficulté de ce Unlock Star Wars. Bon, voilà, le Unlock Star Wars, c'est vrai qu'il est un petit peu plus facile que les autres boîtes de Unlock, visiblement, hein, voilà, nous on a fait ces deux-là en entier, ils déméritent pas non plus, voilà, et puis surtout, l'intérêt, je le disais, du Unlock Star Wars, c'est que vraiment, si vous aimez Star Wars, et le vrai Star Wars, c'est-à-dire pas celui de la nouvelle trilogie, du film Solo et tout ça, là vous avez de quoi faire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est très raccord avec l'univers, vous avez de fantastiques aventures à l'intérieur, et voilà, et après, on
en plus vous avez les énigmes et tout, donc parfait. Ici donc on s'est empayé 2 boîtes de plus de unlock, donc 6 scénarios au final. Donc ça veut dire que, alors on avait unlock Escape Adventure, ça je me demande si c'était pas la première boîte de unlock qui était sortie. Voyez, alors on a joué, donc du coup, alors on a un scénario ici un petit peu cartoonesque, voilà. Je suis pas hyper fan de ces univers cartoon dans unlock parce que pour moi en fait, si vous voulez, un escape game ça doit rester dans un univers un petit peu viable, un petit peu logique, un petit peu réaliste. Ces aventures là, on en retrouve une autre ici là dans la deuxième boîte avec le professeur, je sais plus comment il s'appelle là, qui sont très cartoonesques. Eh bien, la logique est défiée, c'est-à-dire que les lois de la physique n'existent plus. Faut penser comme un personnage de cartoon, hein, avec des trucs un peu abracadabrantesques, fantasques, et ça me plaît moins, si vous voulez, que les autres énigmes qu'on peut avoir dans les boîtes de unlock, qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel. Voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que voilà, là les trucs qui défient la logique un peu trop comme ça, là, non, ça me va pas trop. Par contre, alors du coup, là ici, je pense que c'était la première enquête. Toute boîte unlock confondue, qui est assez basique en fait, qui ressemble à de l'escape game grandeur nature, on va dire sans grande saveur, c'est-à-dire vous êtes un agent secret et puis va falloir vous échapper. Voilà, mais ça fait le job quand même, donc c'est pas si mal. Ici, alors une enquête de ouf, un escape de ouf, puisque vous êtes bloqué sur une île déserte et vous allez bosser en équipe, c'est-à-dire que le groupe est séparé. Et vous avez 2 tas de cartes et il va falloir tomber ces tas de cartes chacun de son côté. Personnellement j'étais tout seul, voilà, je faisais une équipe solo et c'est pas évident. Celui-là franchement il est hardcore au possible. Vous avez besoin que l'autre équipe avance en même temps que vous en fait pour vous débloquer la situation et tout. Et à partir du moment où quelqu'un patine, c'est très compliqué. En plus les énigmes je les ai trouvées assez tendues, sincèrement. Je me demande s'il y a des gens qui ont fini cette aventure dans les temps, parce que vraiment, il est super dur, quoi. Il est super dur. Donc, ouais, sympa, mais la difficulté gâche un petit peu le plaisir aussi. Mais voilà, après, c'est du unlock, donc c'est toujours sympa à pratiquer. Ici, on avait une aventure ici avec Arsène Lupin. Dans Paris, et j'ai trouvé cette aventure fantastique, vraiment très immersive, très bien écrite, avec, et ça vous spoilera pas dedans, des PNJ qui vous font la misère tout au long de l'aventure, etc., puisqu'il y a un groupe concurrent qui joue contre vous dans ce scénario-là. J'ai trouvé l'ambiance de ce Paris-là, mais super. Vraiment les énigmes au top et tout, j'ai adoré cette aventure-là. Bon, l'aventure cartoon, je vous en ai parlé, et ici on a une aventure de voyage dans le temps. Et j'ai trouvé aussi que le concept était très bien. Je pense qu'on aurait pu pousser encore un peu plus, mais vraiment, c'est poétique à souhait. Très bonne boîte celle-ci là. Et Timeless Adventure, c'est une boîte qu'on m'avait offert à mon anniversaire en plus, donc super, merci. D'ailleurs, je sais plus qui m'a offert ça, mais merci. Voilà. Et c'était vraiment Timeless Adventure, très bonne boîte à conseiller. Et vraiment très poétique, la musique et tout, même voilà, toute la mise en scène dans cette boîte. Je trouve que l'application est très bien utilisée en général dans les unlocks. Alors, particulièrement dans Star Wars, mais dans celle-ci aussi, je trouve que c'est plutôt bien utilisé. Donc Unlock, vous voyez, on a un peu découvert cette licence-là la dernière fois avec les 3 scénarios Star Wars. Là, on a continué cette fois-ci avec 6 scénarios, donc on est conquis. C'est vraiment une licence qui me plaît énormément et qui plaît énormément à mes partenaires de jeu, donc parfait, et notamment à ma femme, donc ça c'est très bien parce que ça nous permettra d'avoir un autre titre comme ça à 2 joueurs, donc c'est super Unlock, vraiment super licence. Alors ici, on change d'ambiance, un petit jeu qui s'appelle Mirogolo, voilà, qui est un jeu pour les enfants, et en gros c'est un Pictionary, mais avec des lunettes bizarres, et donc on peut changer les verres de ces lunettes, ça biaise un petit peu la vue, c'est-à-dire que quand on va dessiner, ça va nous handicaper en fait. Pas énormément, voilà, c'est vraiment pour les enfants, je vous le dis, mais c'est un Pictionary, hein, vous voyez, c'est vraiment un Pictionary dans le principe, avec des trucs à dessiner. Comme c'est un Pictionary, ben, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, moi j'adore ce genre de jeu, ce genre de party game, les enfants aussi, donc c'est parfait, voilà, je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là, vous voyez, mais bon, pourquoi pas, ça marche plutôt pas mal. Après les lunettes, c'est vraiment accessoire, c'est vraiment pas ça qui... à la limite acheter le Pictionary de base, hein, j'aurais envie de dire, parce que je sais pas combien il coûte, mais sincèrement si le Pictionary coûte moins cher, acheter le Pictionary de base, parce que les lunettes,
Bon, voilà, ça change pas grand-chose en réalité. Alors maintenant, un monument, voilà, un classique du jeu de gestion, Agricola, bien entendu. Agricola est très lourd, voilà, et Agricola, eh bien, écoutez, c'est le jeu de gestion par excellence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plein de choses, il va falloir construire une ferme en Europe centrale après la Grande Peste, donc va falloir clôturer des champs, va falloir faire des enfants, va falloir manger plus de viande, va falloir faire pousser des légumes, etc. Il y a tout plein d'actions, vous allez pouvoir faire moult métiers différents, apprendre plein de savoir-faire, c'est un jeu aux possibilités infinies Agricola. Du coup, le pendant de ça, c'est que quand vous allez sortir, si les gens qui viennent jouer ne connaissent pas trop le jeu de plateau moderne, ils vont avoir très peur. C'est ce qui s'est passé l'autre soir quand j'ai présenté ça à deux amis, un couple d'amis à nous là, qui commence à peine sa petite ludothèque de jeux modernes et qui commence à peine à tâtonner un petit peu dans le jeu de société, dans le jeu de plateau. Je pense que quand ils ont vu sortir le matos, ils ont eu très très peur, franchement. Mais c'est compréhensible parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel dans Agricola, il y a beaucoup d'actions disponibles et tout, donc on est rapidement perdu lors du premier tour de jeu, on sait pas trop où donner de la tête ni rien. Je vous dis, il y a vraiment les possibilités sont infinies dans Agricola, il n'y a pas de limite. Et pourtant, les actions d'Agricola sont très fluides, le tour est très simple, c'est très punchy, très dynamique, on peut réfléchir à l'avance à ce qu'on va faire, donc du coup ça va très vite, les actions sont claires. Voilà, donc Agricola, c'est un monument du jeu de gestion, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre ludothèque, absolument, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas prétendre aimer le jeu de société moderne sans avoir Agricola chez vous. Je veux dire, là, celui-là, c'est un incontournable, c'est certain. Et moi, j'adore ce jeu. Mon épouse adore ce jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de succès par chez nous. Voilà, Agricola, c'est parfait. Vous allez élever du bétail, vous allez faire pousser des céréales, des légumes, etc. C'est très complet. Maintenant, vous êtes prévenus, c'est du jeu de gestion, voilà, du jeu de meeple, du jeu de cube en bois. Alors ensuite, Marvel Champions, je vais pas en parler trop longuement parce que je l'ai déjà abordé dans ma vidéo de présentation il y a peu. C'est un excellent jeu coopératif, vraiment celui-ci, plus j'y joue, plus je le trouve bon en fait, Marvel Champions. On a vraiment le sentiment, vous voyez, contrairement par exemple à ce qu'on a pu voir sortir par exemple sur les jeux de deck building comme DC Comics ou Senseiya, où certes les jeux sont bons, mais le thème est pas si bien porté que ça parce que on joue l'affrontement en fait entre nous. Là, Marvel Champions, on a un vrai thème bien porté et tout, vraiment, on fait partie des Avengers, on fait partie d'une équipe, on va tous taper sur le gros méchant au milieu, et je trouve que pour le coup, ouais, là c'est une véritable réussite en termes de thème, en termes scénaristiques, si l'on peut dire, voilà. Il n'y a pas d'histoire dedans, c'est pas un jeu narratif, mais c'est juste on tape sur le gros méchant. Mais il est vraiment bien foutu, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un jeu de cartes avec des points de vie, etc. Un gros méchant au milieu qui a une mission à faire, et donc il faut essayer de faire en sorte qu'il ne réussisse pas sa manigance. En même temps, il faut lui taper dessus pour le détruire. Il faut faire attention aussi à nos propres points de vie, etc. pour ne pas perdre la partie, à l'état d'avancée de la manigance du méchant, puisque lui il a son propre objectif. Il y a des némésis qui vont nous attaquer, des sbires, il y a tout le temps des menaces, on se fait attaquer vraiment de partout. On a vraiment l'impression, pour le coup, d'être dans une grosse crise galactique, voilà, une crise avec des super-héros et des super-vilains. Entre-temps, j'ai acheté donc les extensions Thor et Captain America et le Green Goblin. Alors le Green Goblin, je n'ai pas pu encore le tester. Captain America, je trouve que le deck est vraiment très bon. Vraiment, il est super intéressant à manier, je vous le conseille. Thor, par contre, je trouve que le deck est un peu mou. Voilà, pour tout vous dire, j'ai acheté Thor parce que je suis fan. Mais voilà, au final, il a un deck un peu mou dans lequel il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit d'aller chercher son marteau et puis de le garder en main et puis après de déclencher les gros coups qu'il peut faire. Mais sinon, c'est pas un deck hyper intellectuel, le deck de Thor. Et je dis ça en rigolant parce que bon, voilà, c'est Thor et c'est peut-être pas le plus intellectuel des Avengers, mais bon, voilà, et je viens de réaliser que j'avais mis un t-shirt d'ici pour parler de Marvel aujourd'hui, c'est quand même assez particulier, je fais dans la provoque, vous voyez. Mais voilà, après, je vous conseille le deck de Captain, mais le deck de Thor, voilà, vraiment, si vous êtes fan du personnage Thor, moi je regrette pas de l'avoir acheté parce que, voilà, j'ai envie de jouer Thor quoi qu'il en soit, mais ludiquement parlant, c'est certainement pas le meilleur des decks qui existent, voilà. Donc Marvel Champions, évidemment, je vous le recommande si vous êtes fan de l'univers Marvel.
Si vous êtes fan des jeux coopératifs, si vous aimez ça, si vous cherchez un très bon jeu coopératif, allez sur Marvel Champions. Attention tout de même, c'est pas non plus un jeu entrée de gamme dans le sens où il y a quand même pas mal de règles. Voilà, je tiens à le dire, ça c'est important. Et il y a voilà, des mécaniques de jeu, des combos, il y a beaucoup de choses à réfléchir, etc. Donc ce sera pas un jeu super évident à manœuvrer si vous êtes néophyte en la matière. Ah oui, et quand même, il faut que je vous dise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, hein, les personnages que vous pouvez incarner dans la boîte sont au nombre, il me semble, de 6. Il y a Spider-Man, il y a Iron Man, il y a Black Panther, il y a Captain Marvel, il y a She-Hulk, et il y a... Ah ben non, ils sont que 5 en fait. Voilà, donc 5 personnages, voilà, que vous pouvez incarner, et les méchants, eh bien, il y a Hawk, il y a Rhino, et il y a Ultron. Voilà, donc c'est les personnages que vous avez dans la boîte de base. Après, il y a tout un tas d'extensions, comme je l'ai dit, donc faites-vous plaisir. Alors, maintenant, je vais être un petit peu moins gentil avec cette boîte-ci. Ici, on a Dragon Ball Super, le jeu, la survie de l'univers. Putain, alors là... Alors, moi j'adore Dragon Ball Z, que ce soit en manga, en animé, en tout ce que vous voulez, en jeu vidéo, etc. Mais alors, Dragon Ball Super, c'est vraiment de la grosse merde, voilà, je vous le dis. Alors, à vrai dire, j'ai commencé Dragon Ball Super en manga papier, j'ai même pas fait l'animé. J'ai acheté 4-5 tomes, voilà, et j'ai vite compris que je n'aurais rien avec cette œuvre, donc je me suis arrêté là. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est magnifique, mais j'ai pas l'impression, voilà, quand je vois les commentaires, quand j'entends les gens en parler autour de moi, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit terrible, et moi ça me fait un petit peu la même impression, si vous voulez, que les nouveaux Star Wars, c'est-à-dire qu'on a sorti cette licence pour faire de l'argent dessus, mais il n'y a rien qui a été réfléchi autour, donc voilà, donc Dragon Ball Super, pourquoi je le joue du coup? Voilà, c'est, on me l'a offert à mon anniversaire, voilà, c'est ma fille qui me l'a offert à mon anniversaire, malheureusement. Voilà, la pauvre, elle sait que j'adore Dragon Ball, elle a vu les personnages Dragon Ball, elle s'est dit ça c'est pour papa, sauf qu'elle avait pas vu le Super, elle sait pas que papa il déteste ça, bon c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est l'intention qui compte. Elle est adorable, voilà, c'est ma fille, elle est adorable. Le jour où elle regardera cette vidéo, quand elle aura l'âge de regarder ces vidéos là, mais elle va peut-être me maudire, peut-être me déshériter. Ah non, ça marche pas dans ce sens. Mais ouais, non, Dragon Ball Super, ben, c'est à la hauteur de l'œuvre originale, quoi. C'est-à-dire que c'est pas terrible. Voilà, déjà les personnages dedans, moi je suis pas impliqué parce que je trouve que c'est des personnages, voilà, avec des chara design random. Il y en a 80, pour ceux qui aiment Dragon Ball Super par contre, jetez-vous dessus parce qu'il y a 80 personnages et ça dans un jeu de plateau, c'est très rare quand même, 80 personnages jouables. Après voilà, c'est un jeu de baston pur et dur, mais c'est du Yahtzee, voilà, c'est un Yahtzee à la con. Je déteste le Yahtzee, j'aime pas King of Tokyo, voilà, et là c'est le même système, vous lancez des dés, vous gardez certains dés, vous en mettez d'autres de côté, voilà, et il est, mais extrêmement déséquilibré, c'est une horreur, mais dans le sens où, vous savez, si vous connaissez un petit peu les jeux vidéo Dragon Ball, vous savez qu'il y a une part de déséquilibre, et même dans Dragon Ball de base, bien sûr que les gens ils sont déséquilibrés, enfin, je veux dire, voilà. Mais là, je veux dire, on est dans un jeu, il faut quand même que ce soit jouable. Et c'est ce qu'ils font un petit peu dans les jeux vidéo, quand même. Dans les jeux vidéo, tu peux quand même gagner avec n'importe quel personnage, face à n'importe quel personnage, si tu as un peu de pratique, si tu sais te cacher, machin, tout ça, enfin voilà. Mais là, c'est juste impossible, c'est-à-dire que en fait, les méga gros personnages, en un coup, ils tuent à peu près les 3/4 du tableau, voire même peut-être un peu au-dessus. Donc c'est débile, c'est débile, je veux dire, vous pouvez pas prendre de plaisir à jouer à ça, et d'autant plus que, comme c'est la survie de l'univers, voilà, Dragon Ball Super, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des univers qui s'affrontent, et donc du coup, il faut que, je sais plus comment ça marche, il y en a un qui va être détruit, c'est ça, je sais plus, bon bref, je m'en fous, l'histoire est pourrie, et donc du coup, il y a, il faut sauver son univers, donc il y a des équipes, comme ça, vous menez une équipe, et donc vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs je crois dans ce jeu, et donc en gros, celui qui gagnera à la fin c'est celui qui aura le plus de personnages en vie. Donc ça veut dire que en gros vous pouvez vous cacher, ne rien faire de la partie, tant que les autres se poutrent entre eux, ben c'est bon, vous allez gagner, voilà. Et alors, mais en plus les règles de jeu dedans, mais c'est pas clair, oh là là, c'est merdique à souhait. Ouais, franchement, j'ai pas aimé. Alors après, je vous dis, si vous êtes fan de Dragon Ball Super, peut-être prenez-le parce qu'il y a 80 personnages et tout, donc ils sont tous dedans. Il y a les fusions, donc vous allez être content. Vous pouvez vous transformer et tout, voilà. Mais même, il y a des cartes qui sont pas belles dedans. Ça me fait penser au Uno et tout. C'est un peu bizarre. Le plateau de jeu, regardez le plateau de jeu. Regardez le plateau de jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un Twister ou on dirait un Just Dance ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Non, franchement, ça c'est... Alors ça, c'est ni fait ni à faire, vous voyez. Voilà, après, voilà, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dessous, hein, restez courtois, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je peux l'entendre. Mais je trouve que c'est vraiment pas fou, quoi. Alors, après, ici, alors là, par contre, Chronicle of Crimes, là, on a du bon. Là, on a du bon, et celui-là, par contre, je pensais peut-être que j'aimerais pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un jeu qui se joue avec une appli, et alors, autant pour Unlock, ça y est, j'avais adhéré, j'avais compris que c'était bon, ce que ça pouvait apporter, etc., etc., autant je suis un peu hermétique de base, c'est peut-être con, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout fondé ce que je vais dire, mais... Naturellement, je suis assez hermétique en fait au fait de mêler l'application, donc le monde numérique, avec le jeu de plateau. Et force est de constater qu'avec Chronicle of Crime, ça marche super bien, ça marche du tonnerre pourtant. C'est vraiment au top. Si vous aimez Sherlock Holmes Détective Conseil, pardon, jouez à Chronicle of Crime, vous allez être conquis, vraiment. Super enquêtes à l'intérieur. C'était immersif du début à la fin. On a fait toutes les enquêtes de la boîte de base. Voilà, on a été embringué dans l'histoire. En plus, ça se suit, c'est épisodique et tout. Vraiment, c'est bien écrit, les personnages, la façon de résoudre les enquêtes avec quand on va dans un appartement ou sur une scène de crime, etc. Et qu'avec l'appli comme ça, on regarde en fait ce qu'il y a, les petits indices et tout, les traces de sang, etc., etc. Je trouve que c'est super bien fait. Le fait qu'on ait une équipe comme ça qui nous appuie avec le médecin légiste, avec le geek là qui va aller trafiquer les PC, les téléphones portables, etc. Franchement, c'est super bien fait. L'histoire et tout, moi je trouve que c'est très inspiré, c'est très inspiré. Et puis bon, ça fait partie de ces jeux en plus que vous pouvez jouer sans avoir à lire les règles, quoi. Vous avez juste à suivre le tutoriel et puis c'est bon, quoi. Donc parfait, je vois qu'il a un prix, hein, un prix de l'excellence, c'est ça. Ça pour le coup, ouais. Là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bon ça. Chronicle of Crimes, pareil, un cadeau d'anniversaire là aussi. Je remercie énormément la personne qui m'a offert ça parce que c'est très très bon. Alors ensuite, oula, alors là on a un jeu un petit peu exigeant, voilà, Naufragé. Alors Naufragé, vous voyez, moi quand je l'ai acheté ce jeu-là, j'étais un petit peu... J'étais pas convaincu. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je me suis laissé influencer par les avis que je lisais sur internet, comme quoi faut pas forcément aller lire à droite à gauche, aller se fier aux avis. Voilà, je vous le dis, hein, ne vous fiez pas forcément à mon avis. Vous pouvez peut-être trouver que Dragon Ball Super est génial, que The Crew est au top, voilà, pourquoi pas. Mais Naufragé, vous voyez, je crois qu'il est sorti. Alors je sais pas s'il est sorti en même temps que Robinson. Ou si Robinson est sorti avant, je sais plus. Franchement, alors là, je vais raconter des conneries si je continue sur ce terrain-là. Donc je vais m'arrêter là, voilà. Mais en gros, j'ai acheté Naufragé, et je voyais qu'en gros, tout le monde le critiquait. Et disait, ouais, Naufragé, la règle est mal écrite, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop lourd, etc. À côté, il y a Robinson qui est vachement mieux et tout ça. Donc du coup, c'est un jeu qui a végété, mais depuis des années dans ma ludo, que j'avais jamais osé ouvrir en me disant, merde, putain, j'ai fait un mauvais achat, il va falloir peut-être que je le revende et tout ça. Et puis là, il y avait mon beau-frère sur place, je me suis dit... Allez, vous allez vous le tenter là ce coup-ci, parce que là t'as le joueur qu'il faut pour tenter ça. C'est-à-dire quelqu'un qui baisse pas les bras devant la difficulté, avec lequel tu vas pouvoir relire la règle plusieurs fois, etc. etc. En vrai, la règle, peut-être que moi j'ai eu une édition en fait qui était corrigée. Parce que la règle, en vrai, moi j'ai noté qu'un seul vrai bug dedans. Mais après, sinon, le jeu en soi, il est plutôt fluide, il est plutôt intéressant, il est plutôt bien expliqué même, je trouve. Et donc, dans Naufragé, vous vous retrouvez sur une île déserte, voilà, et donc il va falloir survivre. Alors, on vous dit que c'est un jeu compétitif, mais en vrai, c'est plutôt un jeu coopératif, hein. Naufragé, la compétition est vraiment anecdotique dedans, et je le trouve ultra plaisant. Vraiment, on a une camp de base comme ça sur lequel on va faire tout plein d'actions. Il faut faire attention par exemple à ce que le feu ne s'éteigne pas, donc il faut rajouter un morceau de bois à chaque tour de jeu. Si on le fait pas, ben, le feu s'éteint, donc ça veut dire qu'il va falloir aller dépenser du temps et de l'action, et donc un personnage pour aller rallumer le feu et tout, sans être sûr même que ça réussisse. Donc il y a vraiment un côté assez réaliste dedans, c'est-à-dire que faut désigner une personne responsable du feu en fait, pour pas qu'il s'éteigne jamais, surtout pour pas qu'on perde des actions et tout. Il y a tout plein de trucs à faire, on va construire des bâtiments, on va essayer de s'améliorer, on va même pouvoir peut-être développer de l'agriculture, on va aller chasser, on va aller pêcher, il y a plein d'actions, c'est vraiment très réaliste moi je trouve. Et alors il y a une énorme partie dans Naufragé qui est super intéressante, c'est l'exploration. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous pousser en fait à aller explorer l'île. Il y a de gros tas de cartes comme ça.
c'est très narratif à la façon d'un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez tomber sur des objets, sur des animaux, sur des personnages, etc. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler non plus, mais vous allez devoir faire des choix en fait, c'est-à-dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais plus loin, est-ce que ceci, est-ce que je tue l'animal, est-ce que je le laisse partir, etc. Et en fonction de ce que vous faites, ça va rajouter ou enlever des cartes dans le deck, et donc du coup, bien entendu, ça va influencer la suite de la partie. Alors, ça, faut le voir en rejouabilité, parce que, bien entendu, quand on sait, après, les choix qu'on fait et l'incidence que ça a sur le jeu, ben, peut-être que ça perd de l'intérêt, en termes de narration. Mais là, en tout cas, à la découverte, mais on était à fond, vraiment dedans, on était à fond. C'était vraiment génial, vraiment, on sentait qu'on avait un véritable impact sur le jeu. Et mais moi je trouve ce jeu top, je comprends pas pourquoi il a été critiqué à sa sortie, vraiment. C'est sûr qu'il faut le mettre en place, c'est sûr qu'il est... c'est pas un jeu voilà, pour débutants, c'est quand même un jeu un peu complexe, mais moi je le trouve super bien fait, la narration, les illustrations, les possibilités d'action. Naufragé, un jeu que je recommande voilà, à pratiquer si vous avez envie de vivre une véritable aventure comme ça de survie sur une île déserte. Je sais pas du tout ce que vaut Robinson, mais il doit être vraiment très très bon pour faire le poids face à Naufragé, moi j'adore. Vraiment, celui-là, j'ai adoré. Après, je vous dis, voilà, peut-être que j'ai une version, moi, rééditée avec une règle de jeu un petit peu mieux écrite, mais bon, voilà. Alors, oulala, un gros titre, Summoner Wars, les gars. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, la boîte est très lourde chez moi parce que j'ai toutes les factions sorties en France sur Summoner Wars. C'est un jeu d'affrontement, pas un wargame, c'est vraiment un jeu d'invocation de créatures, voilà. Et donc, on va s'affronter face à face comme ça avec des cartes sur un plateau ou plutôt un tapis de jeu pour ce qui est des premières boîtes sorties en France. C'est un jeu avec des factions très intéressantes à jouer, qui est très simple d'accès là, pour le coup celui-là, hein, vous avez juste à gaspiller des cartes, à dépenser des cartes pour en invoquer d'autres sur le plateau, vous avancez, vous tapez, voilà. Il n'y a pas d'éléments de terrain, mais par contre il y a quelques éléments qui vont vous bloquer la ligne de vue, comme les murs, ce genre de choses là. Les factions sont très stéréotypées, c'est un jeu très intéressant, très bourrin, voilà. Il y a des dés dedans, je le dis parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, les dés peuvent être frustrants sur Summoner Wars, j'ai déjà vécu plusieurs fois, voilà, et là en l'occurrence avec mon bof qui a voulu m'affronter par 2 fois sur Summoner Wars, il s'est mangé 2 fois, alors bon, il a invoqué la malchance, bien entendu, mais mon intelligence supérieure a eu raison de lui, en vérité. Non, il s'est un petit peu énervé sur la deuxième partie, parce que c'est un jeu qui, à mon avis, peut être un peu frustrant, parce que c'est vrai que tu montes ta tactique, c'est vrai que c'est un jeu qui demande pas mal de tactique, et à côté de ça, ben, tu résous tes combats au dé, donc parfois, ben, c'est un peu rageant, voilà, il faut bien le dire. Quand t'as pris le temps de gaspiller ton énergie pour invoquer une grosse créature, et qu'elle ne sert à rien sur ta première attaque, et tu te la fais buter au bout de 2 tours, ben, effectivement, ça peut être un petit peu rageant. Il y a des... Voilà, les factions, je vous le disais, sont super intéressantes à jouer, il y a des trucs très très différents, il y a des trucs très bourrins, il y a des factions bien plus fines, il y a des factions, moi je trouve que les illustrations sont plutôt pas mal dessus. C'est vraiment un jeu à avoir, il n'a qu'un seul défaut selon moi, c'est que bien il n'y a pas les packs de renfort pour l'ensemble des factions, puisque c'est un jeu qui n'a pas été suivi en fait en France, hein, voilà, c'est un scandale d'ailleurs, hein. Il y a des factions qui n'ont pas leur pack de renfort, voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça, mais Summoner Wars, excellent jeu, très très bon jeu, vraiment très accessible, très punchy, très dynamique, moi je trouve ça très intéressant, en plus vous pouvez jouer à 4, voire même à 6 en affrontement direct, puisque quand vous avez plusieurs boîtes, en fait, vous avez plusieurs plateaux de jeu, plusieurs tapis de jeu, et donc du coup, vous pouvez faire des méga bastons, et ça, c'est génial. Alors, Summoner Wars, je recommande plus que chaudement. Alors, ensuite, ici, on a, vous voyez plus rien là, mais il reste des jeux encore. Ici, on a Histoire de Peluche, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeu, c'est un dungeon crawler, allez, on va appeler ça un dungeon crawler, c'est un mix entre du dungeon crawler, du jeu de rôle, c'est du jeu, voilà, du jeu de figurines narratif, voilà, avec tout ça, vous prenez ce que vous voulez. C'est un jeu très beau, avec de magnifiques illustrations, de magnifiques figurines, je vous l'ai montré, allez voir la vidéo sur la chaîne, vraiment, ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment très beau. Par contre, celui-ci, vous voyez, contrairement à Marvel, plus j'y joue, et moins je suis satisfait. Dans le sens où, en fait... ok, le côté narratif et tout, mais en fait, il y en a presque trop, en fait. C'est vrai qu'on lit souvent quand même dans l'Histoire de Peluche, du coup, ça casse pas mal le rythme.
je trouve. Là, pour le coup, il y a un côté narratif un peu à la Naufragé avec des cartes qu'on tire et tout quand on tombe sur les PNJ. Et là, il y a vraiment pas beaucoup de cartes. Contrairement à Naufragé, vous avez des gros tas de cartes. Là, dans l'histoire de Peluche, les PNJ, c'est une taille comme ça. Donc, vous allez retomber sur les mêmes personnages. Et donc, du coup, bah, vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est un jeu qui, ouais, avec le temps, m'attire de moins en moins. Voilà, alors il plaît toujours autant à ma fille. Mais quand même, il y a des... Tu sens que des fois, elle décroche au niveau du rythme. Pas comme un HeroQuest, par exemple, où ça arrive, où on se tape tout le temps dessus et tout, il n'y a pas de temps mort. Et puis, quelque part, je me demande si ce jeu, il a pas un petit problème de positionnement dans le sens où... Ce que je vous disais déjà lors de la première vidéo que j'ai faite à propos de ce jeu... c'est un jeu avec un thème enfantin, mais qui est pas forcément pour les enfants, parce que il est trop complexe, en fait, pour être joué par des enfants en autonomie. Donc, vous êtes obligé un petit peu de les guider, en fait, pendant la partie. Et donc du coup on a un thème enfantin, une mécanique adulte, et en fait je sais pas à qui s'adresse ce jeu au final. Et en plus de ça, je vous l'avais dit, hein, il y a une règle, mais là qui est également écrite avec les pieds, avec je sais pas combien d'errata, de FAQ derrière qui sont sortis, etc. etc. Donc c'est un peu une déception pour moi en fait ce jeu avec le recul, voilà. Déjà de base je l'avais dit hein, pour les règles du jeu, mais là avec le recul la pratique de ce jeu est un peu une déception, voilà. Mais en soi, voilà, si vous cherchez un jeu super bien fait avec du super matos et qui vous raconte des histoires dans un univers enfantin, c'est le jeu parfait. Alors, dernier jeu de la méga pile, il va falloir que je me penche, et c'est... On en a parlé également sur la chaîne et vous le connaissez bien celui-ci, c'est l'île infernale. Alors pourquoi on a ressorti l'île infernale? Parce que mes enfants adorent, depuis qu'ils ont découvert ce jeu, on le ressort assez souvent, et donc mon beau-frère lui par contre ne le connaissait pas du tout, il a été émerveillé par ce matériel, alors après la mécanique de jeu, je vous le disais, hein, l'île infernale c'est une mécanique un peu sournoise, hein, parce que les cartes, déjà bon de base on essaye de se cramer la gueule avec les boules de feu, mais les cartes à l'intérieur sont quand même, poussent pas mal au crime, poussent pas mal à la sournoiserie et aux petits coups de pute dans le dos, donc ça reste efficace, voilà, même aujourd'hui, même en le redécouvrant visiblement aujourd'hui, ben, ça reste efficace. Donc voilà, après, bien entendu, pour trouver ça d'occasion, eh ben, vous risquez de le payer un peu cher. Bon, moi, ma carte est toujours aussi destroy et explosée, mais à l'intérieur, le matos est fantastique, et toujours aussi bien, et toujours en bon état. Mais voilà, ça va être compliqué pour vous de le trouver d'occasion à des prix, on va dire, raisonnables. Je sais qu'il y a une réédition, mais ça m'a l'air un petit peu cheap, et puis, qui plus est, c'est pas, visiblement, il y a des choses qui changent dedans, règles du jeu, etc., etc. Voilà, cette réédition m'a pas l'air terrible, mais maintenant vous pouvez toujours en parler aussi pareil dessous en commentaire, voilà, si vous avez acheté cette nouvelle édition de l'île infernale. Voilà pour ce deuxième marathon ludique. Alors si à l'occasion, il y a un troisième marathon qui se présente, je pense que je referai une vidéo, parce que j'aime bien ce format là, où on parle de tout plein de jeux. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui la vie était un petit peu plus tranchée, parce qu'il y avait vraiment des jeux que j'ai adorés comme Londres, et il y a des jeux que j'ai détestés comme Dragon Ball, voilà, il y a des trucs, The Crew et tout. Mais j'espère que ça n'aura pas gâché votre plaisir. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.